Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, dans la leçon précédente, nous avions estimé un modèle vecteur autorégressif sur deux variables. Alors aujourd'hui, on va essayer d'estimer un modèle var, mais cette fois sur trois variables. Et donc, nous allons utiliser, en plus du CAC 40 et du DAX de la première leçon, nous allons utiliser l'indice américain, le S&P 500, et on va utiliser des données mensuelles allant du 1991 jusqu'à 2017. La première étape consiste à effectuer les transformations logarithmiques et ensuite tester les racines unitaires pour vérifier la non-stationnarité des variables. Et si c'est le cas, il faut impérativement passer en différence première parce que le var utilise des variables exclusivement stationnaires. Et donc, nous allons faire appel au test de racine unitaire d'équivaleur augmenté lors de l'étape 1 pour vérifier la stationnarité des variables. On voit très bien ici que nous avons utilisé le cas 3, le cas 1, où il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance dans la structure de ces séries temporelles financières, ce qui est largement admis par la communauté économétrique. Et donc, on voit bien ici que les probabilités ils sont toutes supérieures à 0,9, ce qui prouve que le H0, qui est l'hypothèse nulle, le CAC 40, le DAX et le S&P ont bien des racines unitaires. Et donc, ce qu'on appelle, c'est une marche au hasard, c'est un random walk ou même un pur random walk. Et donc, au fait, une fois avoir dit ça, il faudrait faire une différence première. Et donc là, on va travailler sur la différence première du CAC, la différence première du DAX et la différence première du S&P 500. Et donc ici, l'étape 2 consiste à sélectionner le nombre de retards qui est basé sur la minimisation d'un critère d'information pour pouvoir effectuer ou l'estimation de ce modèle. Et donc ici, on voit bien que les trois critères d'information, enfin beaucoup de critères d'information, mais les principaux que nous utilisons, à savoir le critère d'Akag et de Schwarz, nous indiquent que pour ces trois retards, à des fréquences, que pour ces trois variables, à des fréquences mensuelles, un retard 1 est optimal. Et donc, nous allons essayer d'estimer un modèle var de retard 1. Et donc, en fait, ici, nous avons trois colonnes. La première colonne, c'est pour le S&P 500, la deuxième pour le CAC 40 et la troisième pour le DAX. Et j'essaie d'écrire les trois équations, les trois équations comme suite. Donc, pour les trois, il y a des constantes. Pour les trois régressions, il y a des constantes. Et là, on régresse le S&P 500 en différence première sur son retard 1, parce qu'on a un var de retard 1, sur le retard 1 du CAC en différence première et sur le retard 1 du DAX. Donc, les trois variables explicatives sont de retard 1. Ici, nous régressons le CAC 40 à l'instant T sur sa valeur retardée à T-1, sur la valeur retardée de S&P 500, T-1, et sur la valeur retardée du DAX à T-1. Et naturellement, les trois variables sont en différence première pour garantir l'hypothèse de stationnarité. Et enfin, la troisième régression, nous avons le DAX à l'instant T en différence première. On le régresse sur lui-même à T-1 et puis on le régresse sur le S&P 500 T-1 et sur le CAC T-1. Et donc, on fait ces paramètres, bêta 1, bêta 2, bêta 3 correspondent à ces paramètres-là, celui-là et celui-là et celui-là. Le troisième, le A1, le A2 et le A3 correspondent à ces trois paramètres. Et le C1, C2, C3 correspondent à ce paramètre, celui-là et celui-là. Et donc, naturellement, pour tester la signification du paramètre, c'est un test de Sudden standard, valeur critique, c'est 1,96 au risque, au risque de première espèce, 5%. OK? Alors,
une fois avoir estimé le modèle VAR, on peut passer à l'estimation de la causalité de Granger. Donc, nous avons déjà défini que les retards sont retard 1 dans les 3 cas. Et donc, ici, nous avons la règle de décision, on l'a vu dans la leçon précédente. Lorsque la probabilité est inférieure à 0,05, H0 rejeté. Et le H0, c'est toujours absence de causalité parce que doesn't Granger cause. Et lorsque la probabilité est supérieure à 0,05, H0 est accepté, c'est-à-dire il n'y a pas de causalité. Et donc ici, pour le premier cas, c'est entre le DAX et le CAC 40. Et donc on voit très bien que pour la première hypothèse, la probabilité 0,99 supérieure à 0,05 est acceptée. Par contre, la deuxième, elle est rejetée, elle est acceptée si on travaille à 5%, il n'y a pas de causalité. Mais comme on a un petit échantillon, nous avons des données mensuelles, on peut accepter à un risque de première espèce de 10%. Et donc ici, la causalité peut être acceptée à un risque de 10%. Et donc, on voit très bien que 0,06 inférieur à 10%, et donc on accepte cette causalité. Alors pour les deux autres, c'est très clair parce que là, nous avons la probabilité, c'est 2 10 puissance moins 54, 0,0000, donc strictement inférieur à 0,05. Par conséquent, l'hypothèse nulle est rejetée et donc le CAC cause au sens de Granger le S&P 500. Et ici, le DAX cause le S&P 500 au sens de Granger parce que nous avons une probabilité de 1,10 puissance moins 56, 0,0000, et donc inférieur à 0,05. Par contre, les deux autres causalités, ici nous avons 0,71, donc strictement supérieur à 0,05, et ici strictement supérieur à 0,05, et donc les deux causalités n'existent pas. Par conséquent, voilà, si vous voulez, la chaîne de causalité pouvant exister entre les variables. Nous avons les deux variables, l'indice français et l'indice allemand, ils causent au sens de Granger le S&P 500, et nous avons une causalité allant du CAC 40 vers le DAX. Et donc, on voit bien que l'utilité du modèle VAR, non seulement il va analyser les relations dynamiques entre les variables d'un système ou d'un modèle VAR, mais en plus, ils vont nous permettre d'analyser les causalités de Granger. Et ici, il va encore nous aider à faire des représentations des fonctions de réponse impulsionnelle. Comme on l'a dit dans le chapitre, la leçon précédente, ça ne fait que confirmer les résultats de la causalité de Granger, c'est-à-dire que le S&P est impacté par les deux variables et comment dirais-je, par le CAC 40 et le DAX est impacté par le CAC 40, mais il n'y a pas d'impact du S&P 500 sur l'indice français CAC 40 et l'indice allemand DAX. De même, ici, lorsqu'on veut analyser la décomposition de la variance de l'erreur de prévision, on voit très bien que, par exemple, ici, le S&P 500, la variance de son erreur de prévision à T plus 1, c'est à 100% dépend de ses propres innovations, mais ce pourcentage, il diminue progressivement à 42. Et vous voyez que le DAX, le CAC 40, il explique 53%, et le DAX, il explique 4,66. Et donc, ce qui est représenté ici sur ce graphique. Alors que pour le CAC 40, vous voyez que le S&P n'intervient absolument pas, alors que le DAX, il intervient à hauteur de 0,0, donc il explique rien du tout non plus. Et donc, la variance de l'erreur de prévision du CAC 40 dépend quasi exclusivement de ses propres innovations. Par contre, pour le DAX, la variance de son erreur de prévision
Certes, le S&P 500, il explique quasiment 0 et quelques miettes, mais le CAC 40 explique à 74 à hauteur de 75% de la variance de l'erreur du DAX est expliquée par le CAC 40, c'est ce qui est représenté par ce graphique. Et donc, encore une fois, l'analyse des fonctions de réponse impulsionnelle et de la décomposition de la variance de l'erreur de prévision ne font co-confirmer les résultats de la causalité de Granger. Et donc, pour conclure, je dirais que l'estimation d'un modèle VAR à 3 variables, à savoir l'indice CAC 40, l'indice DAX et l'indice S&P 500, à un retard, nous a permis de conclure qu'il y a une causalité au sens de Granger qui va respectivement du CAC et du DAX vers le S&P. Il y a une autre causalité allant du CAC 40 vers le DAX. OK? L'existence de ces relations de causalité et leur direction ont été largement confirmées par les fonctions de réponse impulsionnelle et par la décomposition de la variance de prévision. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine leçon.